Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le sommet des chefs d'État de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, il va se dérouler ce lundi et connaîtra la participation du président béninois Patrice Talon, Talon qui s'est envolé ce matin pour Abidjan. La communauté copte égyptienne a été la cible de 2 attentats ce dimanche. Ces attaques ont touché des églises de cette communauté et fait 44 morts. Des journalistes et leurs soutiens manifestaient ce dimanche en Turquie contre la détention du journaliste turc Ahmet Sik. Il est détenu depuis 100 jours pour propagande terroriste. De la fronde sociale en début de ce journal, des travailleurs du ministère de la Fonction publique qui tenaient ce matin un sit-in au sein de leur ministère. Ils exprimaient ainsi leur mécontentement à l'endroit du gouvernement, mécontentement dû à la suspension du paiement de leurs primes et indemnités. Ces agents réunis au sein du syndicat autonome des travailleurs du ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales exigent la suspension de l'exécution de la décision de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, qui interdit le paiement des allocations familiales aux agents contractuels de l'État. C'est ce qu'a confié le secrétaire général de leur syndicat, Hugues Akpo, à Fréjus Serroin. On en saura davantage dans les prochaines heures. Actualité politique, le Parlement a ouvert ce lundi sa première session ordinaire de l'année 2017 en présence des présidents de la plupart des institutions de la République et des membres du gouvernement. Le président Adrien Mbedi a donc lancé les travaux de cette session parlementaire au Palais des gouverneurs, non sans revenir sur le dernier événement en date relatif à la vie parlementaire, le rejet du projet de révision de la Constitution intervenu dans une atmosphère qu'il a comparée à un appel au lynchage. Il a félicité ses collègues pour leur conduite au cours de ce vote et appelé à poursuivre l'œuvre d'accompagnement du programme d'action du gouvernement et de contrôle de l'action gouvernementale. Autre événement qui se déroule aujourd'hui, le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sommet, je vous le disais, va réunir les dirigeants des 8 pays de cette zone économique, dont le président Patrice Talon, qui s'est envolé ce jour pour Abidjan, où aura lieu cette rencontre dans la capitale économique ivoirienne. Ils vont évoquer la situation économique et financière de l'UEMOA, les questions liées à la rationalisation des organes de l'Union dans le sens du renforcement du processus d'intégration ainsi que des aspects politiques selon un communiqué de la présidence ivoirienne. Les sujets relatifs à la lutte contre le terrorisme devraient aussi être objet de débat. Et du président Talon, on en parle encore, du moins de ses actions. Vous le savez, le 6 avril dernier, le chef de l'État achevait sa première année à la tête du Bénin, période marquée par la prise et la mise en application de plusieurs décisions, dont l'annulation des concours à polémique organisés par le régime précédent et la libération des espaces publics illégalement occupés, des mesures qui ont impacté la vie sociale des Béninois. Et quand ils décident d'en faire le bilan, voici ce qu'ils disent. Et ils ne manquent pas de mots, n'est-ce pas, Carole Olaye? Un an après sa prise du pouvoir, Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin depuis le 6 avril 2016, n'a pas chômé au regard des engagements qui étaient au départ les siens sur le plan social. Plusieurs décisions difficiles telles que l'annulation des concours à polémique organisés par le régime précédent, la lutte contre la commercialisation de l'essence de contrebande aux abords des voies, la libération des espaces publics anarchiquement occupés, l'interdiction de l'occupation des rues à des fins de manifestation de type privé, l'exigence de paiement des taxes sur les véhicules à moteur, le démantèlement du marché de vente de faux médicaments sont venus impacter directement le quotidien des populations. De ce fait, les appréciations à l'heure du bilan divergent. Nous sommes d'accord pour les réformes, mais les réformes dans la famine, les réformes au niveau de la population qui rend pauvre la population, nous ne voulons pas ces réformes-là. C'est ça là, on n'a qu'à nous laisser, la planète telle qu'il est et donner à manger à la population. Pour le gouvernement de la rupture, et moi je suis vraiment positif. Je suis sûr que ça ira pleinement, ça ira. Nous sommes encore tout au début.
Et il est vrai que surtout sur le plan économique, et ça ne va pas, mais je suis confiant. Sur le plan social, on a vu que rien n'a changé dans le pays. On a vu que tout vient encore de pire. Tout devient pire, quoi. Concernant l'impact social, je peux dire premièrement que sur le plan énergétique, ça a changé. Ne soyons pas aveugles. Moi, je vais dire d'abord qu'avant qu'ils ne viennent, et le Béninois vivait dans le noir. Et le soudeur, le coiffeur et autres là ne pouvaient même pas pour pouvoir travailler aisément. Mais aujourd'hui, sur ce plan-là, au moins, c'est un acquis. Maintenant, par rapport aux autres secteurs, petit à petit, l'oiseau fera son nid. Il faut nettoyer les bords du trottoir. Nous étions d'accord. Mais la forme, la manière, la militarisation dont on a fait preuve, ça a découragé tout le monde. Le bilan social est maigre. Au niveau du panier de la ménagère, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que nous étions dans un train de vie avant. Il est venu avec sa manière qui pour moi n'est pas mauvaise, hein, mais c'est la manière de s'œuvrer qui est peut-être mauvaise. Sensation d'oppression, grincement de dents, pour le sociologue Dodji Amousouvi, il s'agit pourtant d'un bilan prometteur. Le président Patrice Talon s'évertuant selon lui à inculquer aux Béninois la notion de l'ordre et du respect scrupuleux des thèses de la République. Pour moi, sur le plan social, ces mesures visent à poser des valeurs boussoles, des valeurs sûres sur lesquelles le social de demain ne sera plus un social infantilisant, ne sera plus un social pro-fidentiel, mais ce sera un social complètement assumé. Quand vous regardez les casses, hier, nous étions dans un laxisme total. Aujourd'hui, le refus d'occupation de l'espace public met en nous une première information. Nous devons respecter les textes qui régissent le pays. Deuxième chose, nous devons nous prendre convenablement en charge pour que demain, de manière durable, nous ne sommes plus à la merci d'un État-providence qui reviendra à chaque fois nous donner 4 années encore pour satisfaire les Béninois impatients de vivre mieux. Face à la fronde sociale qui s'amplifie, il faudra bien de l'opiniâtreté au gouvernement pour conduire à terme les réformes promises indispensables, mais si amères à faire passer. Religion, ce dimanche était celui des rameaux et de la Passion du Christ, étape importante pour l'Église catholique qui, par la célébration de ce dimanche des rameaux, entre dans la semaine sainte et qui s'achève par la fête pascale. Cette fête, vous le savez, intervient dans la période pascale, période au cours de laquelle l'Église insiste sur la nécessité pour ses fidèles de faire la confession pascale. Pourquoi le sacrement de réconciliation est-il si important en cette période pascale? Écoutez la réponse du Père Anéou. Il est interrogé par Samson Oké et Denis Maroya. Si nous nous référons à ce que Jésus lui-même a dit, parce qu'il le sait bien, il y a ce qu'on appelle le pouvoir des clés, c'est un gros mot. Le pouvoir des clés, c'est le pouvoir donné à Saint Pierre de dire que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors à partir de ce moment, les apôtres ont commencé déjà par la première communauté chrétienne à donner ce sacrement aux fidèles. La confession était générale au départ. Au départ était générale, c'est-à-dire les fidèles quand ils commettent des péchés, ils se mettent ensemble pour se réconcilier. Et la confidence n'étant plus tellement gardée et eu égard à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la référence de Jésus à Pierre, cette référence qui est en même temps accordée à tous les apôtres. Le pouvoir des clés de remettre le péché. Ce pouvoir, les apôtres l'ont perpétué jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de cette confession, c'est-à-dire parler de ce qui fait le poids de nos vies, de ce qui fait la rupture de la relation que nous avons avec le Christ, ce qui nous barre la route à cette réconciliation entre Dieu et nous. Il faut aller vers un pasteur, c'est-à-dire le prêtre qui a reçu ce pouvoir depuis la succession des apôtres jusqu'à nous et qui donne ce sacrement désormais aux chrétiens.
Donc vous comprenez que ce sacrement doit être reçu normalement de façon perpétuelle, puisque la condition humaine fait que nous tombons souvent. Le Concile Vatican II a demandé aux chrétiens, avant le Concile Vatican II, demander aux chrétiens de se confesser au moins, donc j'insiste bien sur le au moins là, au moins une fois l'an. Et donc, donc autrement dit, quand on dit au moins, ça veut dire que bon, vous devrez vous confesser souvent. Hein. Alors bon, donc c'est ce qui fait que pendant cette période qui constitue la charnière de notre vie chrétienne, la période où Jésus a souffert pour nous, nous y sommes, la préparation de ce grand temps qu'on appelle le temps pascal, où Jésus qui a subi sa passion va ressusciter par la grâce du Père pour nous. Pour préparer ce grand événement, l'Église demande à tous les chrétiens de se confesser. Et c'est primordial. Renouer la vie, abandonner la vie laissée, la vie, disons, brisée, cette vie brisée, cette vie de sacrement brisée par nos péchés, renouer cette vie avec le Christ. Et c'est ça la confession pascale. Actualité à l'étranger, c'est un dimanche des rameaux ensanglantés et endeuillés qu'a vécu la communauté copte d'Égypte. Elle a été visée par des attentats revendiqués par le groupe État islamique. L'attentat d'Alexandrie, la grande ville du nord du pays, a été perpétré par un kamikaze équipé d'une ceinture explosive qui a tenté de pénétrer dans l'église Saint-Marc où se trouvait le pape copte orthodoxe Tawadros II à l'occasion de la fête des rameaux. Des policiers l'en ont empêché et il s'est alors fait exploser selon le ministère de l'Intérieur. Le premier attentat a eu lieu peu avant 10 heures en pleine célébration des rameaux dans l'église Mar Girgis Saint-Jos de Tanta, une grande ville située à une centaine de kilomètres du Caire dans le delta du Nil. Quelques heures plus tard, une autre explosion a eu lieu à l'église Mar Makos Saint-Marc à Alexandrie, faisant 11 morts et 35 blessés. À Tanta, des images diffusées par la chaîne de télévision privée Extra News ont montré le sol et les murs blancs de l'église couverts de sang ainsi que des bancs en bois détruits. Après avoir inspecté les lieux, la police a établi un cordon de sécurité devant lequel plusieurs personnes étaient rassemblées pour crier leur colère. Ces attentats interviennent 19 jours avant une visite du pape François prévue pour les 28 et 29 avril en Égypte. Le souverain pontife a aussitôt réagi, exprimant ses sincères condoléances au pape copte orthodoxe Tawadros II et à toute la nation égyptienne. Conséquence immédiate de ces attentats, l'instauration par le président égyptien de l'état d'urgence, Abdel Fattah al-Sisi, a fait sa déclaration solennelle à la télévision. Mais sa mesure doit être approuvée par le Parlement. Attentat rimé ce dimanche également avec la Somalie. C'est le nouveau chef de l'armée qui en était la cible, mais il s'en est sorti sain et sauf, contrairement à des passagers d'un bus. L'attaque est l'œuvre d'un kamikaze au volant d'une voiture bourrée d'explosifs qui a foncé dimanche à la mi-journée sur le convoi escortant Mohamed Jama Irfid, le nouveau chef de l'armée somalienne nommé à son poste jeudi par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. Le chef de l'armée a échappé sain et sauf à cette attaque, mais l'attentat a fait des victimes dans le rang des passagers d'un bus dont le moyen de transport passait à proximité du lieu de l'explosion. Selon certaines sources, dont un vidéaste de l'AFP, cette explosion a engendré la mort de 5 personnes. Le bilan serait plus lourd à en croire certains témoins de l'attentat. Cette attaque ciblée contre le nouveau commandant en chef de l'armée somalienne sonne comme la réponse des Chebab affiliés à Al-Qaïda au discours martial tenu cette semaine par le président Mohamed à l'occasion d'une série de nominations à la tête de l'armée, de la police et des services de renseignement.
Les Chebab qui ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ont menacé à la mi-février de mener une guerre sans merci contre le nouveau président. Confrontés à la puissance de feu de l'AMISOM déployée en 2007, les Chebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides jusque dans la capitale. En Turquie, plusieurs manifestants, dont une centaine de journalistes, ont protesté ce dimanche à Istanbul contre la détention du journaliste turc Ahmet Sik. Il est emprisonné depuis 100 jours pour propagande terroriste. Je vous propose d'écouter les réactions recueillies à l'occasion de cette manifestation. Türkiye'de şu an 154 gazeteci cezaevinde. En Turquie, en ce moment, il y a 154 journalistes emprisonnés. Le pouvoir en place les a fait arrêter de manière illégale et selon ses envies. Et la seule raison pour laquelle ils enferment les journalistes, c'est qu'ils recherchent la vérité alors que le pouvoir veut à tout prix disséminer les réalités. Si le non l'emporte au référendum, le pouvoir sera obligé de mettre un terme à cette mascarade. Mais si le oui l'emporte, et je ne permettrai pas que ça arrive, les détentions de journalistes vont se poursuivre parce que le pouvoir voit le journaliste comme un crime. Après le coup d'État manqué du 15 juillet dernier et la mise en place de l'état d'urgence, beaucoup de chaînes télévisées et de journaux ont été fermés. Seulement, les organes de presse proches du gouvernement ou sous le contrôle du gouvernement peuvent travailler tranquillement. Dernière actualité de ce journal, le Premier ministre australien est en visite en Inde. Il évoque dans l'extrait d'interview que vous allez suivre les raisons de sa présence dans ce pays. Le Premier ministre Modi est en train de conduire cette nation remarquable sur la voie de la croissance et du développement. Les accomplissements de l'Inde suscitent l'admiration du monde entier. Nous autres en Australie souhaitons travailler ensemble de façon encore plus rapprochée que dans le passé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.